Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs dizaines de jeunes ont organisé ce mardi un sit-in devant la résidence officielle du Premier ministre. Ils ont voulu protester contre l'insécurité et notamment les actes de kidnapping. Des cartes d'identification nationale uniques, SINU, seront bientôt produites en République dominicaine. L'annonce en a été faite ce mardi par le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, M. Louis Gonzague D. Le président de la République a procédé ce mardi à l'inauguration du réservoir d'eau de Vivi Mitchell. Cette infrastructure hydraulique peut fournir plus de 8 millions de gallons par jour. Le président de la République, Jovenel Moïse, met en garde tous ceux qui prennent un malin plaisir à financer des mouvements de déstabilisation du pays. Rappelant que les mauvaises habitudes ont la vie dure, Jovenel Moïse dit croire encore au dialogue sincère et franc pour sortir le pays de cette crise qui a trop duré. Le président a fait cette déclaration mardi lors de l'inauguration d'un réservoir d'eau à Vivi Mitchell. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes et Paul Léel. C'est à l'occasion de la cérémonie d'inauguration d'un réservoir d'eau potable dans la zone de Vivi Mitchell que le président Jovenel Moïse a fait cette déclaration. Plusieurs mois après, les séquelles des opérations Pays-Loc sont toujours présentes et Jovenel Moïse s'en souvient. Problème Pays-Loc. Ça fait retirer pas encore, mettez nous dans une situation, l'homme dans le sud. Nous avons construit route. Route ça, même j'ai avec route Saint-Jean du Sud pour aller à Bakou, route moun k'ap viv Domoyo. Toute route ça était dans le programme, non? Mais Pays-Loc, du fait, Vélo a élevé le point de fond un jour, ma compte côte du fait outils. Équipement yo, on est obligé de veiller yo. Équipement boulé, dans 160 millions dollars équipement acheté, il y a environ 8 millions dollars équipement qui boulé. Qui boulé parce que il y a des gens qui yon ap goumak l'autre. Moi-même, moi dis nous, ça chaque monde qui est dans la politique dans le pays, surtout frère Maxime qui est dans l'opposition, wash là, vous bon ni tout même pas prendre. Quand wash m'ba lever wash, me quitter la terre. M'ba là pour me wash sous. M'ba jamais faire ça. À la guerre comme à la guerre, le président se montre plus déterminé que jamais en cette période très particulière de l'histoire politique d'Haïti. À la frange radicale de l'opposition, il fait des propositions et donne des conseils salutaires. Mais à ceux qui financent toutes sortes de mobilisations pour déstabiliser le pays, la mise en garde est lancée et elle est claire. Nous prenons décision pour mettre sous pied l'Agence nationale d'intelligence. Il faut nous commencer à suivre les vacabons dans le pays. Pour nous commencer à dire, on est l'argent gratté. C'est ça qui passe au Favel pour nous mettre poids gratter d'ailleurs. Vous avez dit pour la justice, moi je mets tout mon côté. Parce que là, il y a un cob là, c'est soit faire business soit avec, ou bien on mette l'autre côté. Mon pas qu'à prendre pour déstabiliser le pays. L'argent pour déstabiliser le pays, ça c'est terroriste. Ça veut dire nous-mêmes, nous disons, depuis que nous sommes là pour aller, nous veillons. Et chaque monde qui a un cob qui gratte, c'est dans la rue, on mette, nous privé sur. Nous privé sur quand même. Parce que aujourd'hui, nous commençons à surveiller. En pile dans le pays, pour nous comprendre que aujourd'hui, sortez qu'on fait en 2017, 2018, 2019, là, 2020, 2021, ou pas de faire. Parce que nous avons suivi, pour une fois qu'on ait que l'argent dans le gâteau, cherchons gens, Alba Elino, Orphelina, Alba Koboua, dans l'école, fait cadeau dans l'université privée. Mais si c'est dans la rue, ou pas le mettre, nous mettons de l'autre côté, pour comme ça gâteau là. Le président de la République ne fait pas que menacer. D'un ton énergique, Jovenel Moïse évoque les commanditaires des derniers mouvements visant à démanteler son pouvoir. Parce que c'est lui-même qui empêche le pays à gagner courant. C'est lui qui empêche de gagner route. C'est lui-même qui empêche de gagner bloc pour le monde. C'est lui qui empêche de gagner l'école construite dans toute section communale du pays. C'est lui qui empêche de gagner le centre de santé, l'hôpital construit à travers tout le pays. C'est lui qui empêche le rebrasement fait dans le monde. 77% du pays c'est le monde. Et pourtant, le président se dit prêt à se battre contre quiconque constituera un obstacle sur le chemin du développement.
Pourtant, Jovenel Moïse croit encore au dialogue et invite ses opposants à prendre conscience de cette main tendue pour former une chaîne de solidarité afin de lutter contre l'ennemi commun. Ça fait dialogue là, il est permanent. Nous ne pouvons jamais suspendre par la foi nous dans l'opposition politique. Et dialogue là, c'est pour le faire. Je dis à nous pas nos dialogue de bois. Nos dialogue de sourds, je dirais. C'est pour nous identifier, voir l'ennemi nous. L'ennemi peuple là, c'est l'ennemi pas. Pour qu'ils soient campés, pour quitter des gens qui ont fait mentir depuis 10 ans, qui ont enterré nous, qui tuent le président, qui exilé le président, qui emprisonné le président, qui assassiné le président, qui lâché le président. Et puis, c'est aujourd'hui qu'on a couru toujours. Moment arrivé pour que voile ça tombe dans le pays. Pour qui ça peut faire 4 ans pour persécuter nous? C'est la première fois que ça arrive dans le pays. Comme on dit le président, ou les élus qui persécutent le monde, c'est le monde qui a persécuté. Je ne vais pas persécuter personne. Parce que je ne vais pas persécuter la misère. Je ne vais pas persécuter le sous-développement. Je dis à femme Dieu, c'est pour nous faire chaîne de solidarité pour nous retirer le pays à nos alliés. Jovenel Moïse se lance dans une diatribe contre ceux qui financent la déstabilisation du pays. Pourtant, l'opposition tient mordicus à son calendrier devant aboutir au départ du chef de l'État par tous les moyens avant le 7 février 2021. Depuis quelque temps, la fin du mandat du président Jovenel Moïse fait débat dans la classe politique haïtienne et dans l'opinion publique de manière générale. Pour le président de la République, son mandat prendra fin le 7 février 2022. Et pourtant, pour l'opposition, le mandat du chef de l'État prendra fin le 7 février 2021. Tout le monde en se réfère à la Constitution de 1987 amendée. Et pourtant, le compte à rebours commence. Elissi Diolassin et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Un sit-in a été organisé ce mardi devant la résidence officielle du Premier ministre à Musso. L'initiative est venue d'un groupe de jeunes, dont l'économiste Etzer Émile, qui a voulu protester contre l'insécurité et notamment les enlèvements qui sont devenus monnaie courante à Port-au-Prince depuis plusieurs mois. Les protestataires qui ont exprimé leur ras-le-bol exigent des autorités qu'elles prennent des mesures urgentes pour ramener la paix dans le pays. En 2021, pour obliger à faire sitting, pour commander, pour vivre. Donc, pas aucun pays du monde combat comme ça fait sens. Mais dans le cas de Haïti, c'est dans ça nous. Donc, nous pensons que aujourd'hui, il est important pour que un groupe de monde senti que yo bouqué avec situation pays yo pas capable vivre encore et ça pas il pas un rapport avec tel monde yo prend tel monde yo pas prend c'est toute société qui supposé sentir que yo concerné par ça qu'a fait là et ça qui dérange nous c'est que l'état est insouciant, l'état est indifférent par rapport à la cri population donc c'est pour ça que même là que yo pas attendé n'a continuer protester, n'a continuer exprimer nous tout tant que nous capable nous pas capable vivre encore. Nous bouquons avec kidnapping, avec insécurité dans le pays. Son Excellence Joseph Jout, Premier ministre du pays d'Haïti. Nous venons là aujourd'hui devant la résidence officielle Premier ministre pour nous dire une parole simple. Sécurité, c'est un droit. Nous ne demandons pas de l'État aucun bagage sophistiqué. Nous avons besoin de vivre. Chaque jour qui a passé, nous réalisons la vie, pas aucune valeur dans le pays encore. Autorité ont refusé sensible à ça. Kidnapping et insécurité a fini avec nous. Grand monde dans la peine, si monde dans la peine, nous pouvons marcher, nous pouvons sortir, nous pouvons même les nous dans la caille. Nous refusons d'accord continuer à vivre comme ça. Nous venons là pour nous dire pour faire nous toutes mal. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de vivre à quel posé. Sécurité, c'est un droit. Vivre, c'est un droit. Aba kidnapping, aba insécurité, vive Haïti. Merci un peu. Le réservoir d'eau de Vivi-Bituel est opérationnel. Le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé ce mardi à l'inauguration de cette infrastructure qui a une capacité de plus de 8 millions de gallons par jour. Ce réservoir peut desservir d'autres communes, et notamment Delma et Pétionville, entre autres.
Lors de son intervention, le chef de l'État a critiqué le mode de gestion des 26 rivières intarissables répertoriées à travers les 10 départements du pays. Selon lui, des centaines de mètres cubes d'eau sont jetés chaque année dans la mer, une situation que dénonce le président Moïse. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Aucun développement n'est possible dans un pays sans une bonne accessibilité à l'eau potable, selon le président de la République. Depuis sa campagne jusqu'à son accession au pouvoir, Jovenel Moïse a toujours plaidé en ce sens avec fermeté. L'inauguration de la nouvelle infrastructure hydraulique située à Vivi-Michel ne pouvait que réjouir le 58e locataire du Palais national qui parle de sa capacité de production. De 8 500 000 gallons d'eau par jour, il répond à un besoin exprimé depuis longtemps par les populations de ces zones précitées. Un grand pas a donc été fait. Ce réservoir circulaire en béton armé permettra d'alimenter le réseau de Delma, Vivi-Michel et, occasionnellement, les zones de Puy-Blain, Frères ou Pétionville. Toutefois, le besoin total de la zone métropolitaine est évalué à plus de 450 000 m3 d'eau par jour, ce qui représente un horaire d'alimentation variant de 12 à 16 heures, précise le chef de l'État. La seule ombre au tableau ce matin est que ces eaux proviennent de forages de pluie. Nous avons de nombreuses rivières intarissables un peu partout à travers le pays. Elles jettent dans la mer des milliards de mètres cubes d'eau annuellement. Elles occasionnent des inondations et causent d'énormes pertes en vie humaine et en biens. Pourtant, le pays rencontre de sérieux problèmes pour fournir l'eau potable aux populations. L'eau ne manque pas. C'est la gestion qu'on en fait qui est désastreuse. Cependant, les insatisfaits du président laissent rapidement place à une légère pointe de critique. Jovenel Moïse regrette que l'eau souterraine reste l'unique source exploitable pour la consommation humaine dans le pays, alors que l'eau de surface est utilisée pour l'irrigation des terres cultivables. Pourtant, dans d'autres pays, notamment la République dominicaine, c'est cette eau qui est prioritaire. Les ressources sont là, mais la gestion préoccupe le premier mandataire de la nation. Malheureusement, une seule de ces rivières aujourd'hui a un réservoir dessus. Je veux parler de la rivière Marion. Il est en phase finale. Nous sommes à 96% de la fin des travaux pour inaugurer le barrage de Marion avec un réservoir d'une capacité de 10 millions de mètres cubes. Et ce réservoir va transiter près de 20 millions de mètres cubes par année sur 38 millions de mètres cubes que cette rivière a jeté dans le temps en la mer et la zone de Malfetti était inondée chaque année. Selon une étude réalisée au début du quinquennat de Jovenel Moïse, 26 rivières répertoriées à travers les 10 départements du pays pourraient être aménagées avec des systèmes de réservoirs ou des barrages d'irrigation. Cependant, une seule l'est réellement, déplore le locataire du Palais national qui en profite pour pointer du doigt les bailleurs de fonds. Nos bailleurs misent sur l'exploitation des eaux souterraines qui pourraient apporter des solutions durables aux problèmes de pénurie d'eau dans le pays. Mais nous savons pertinemment que c'est faux. Et le directeur général vient de le dire parce que les nappes phréatiques ne peuvent en aucune façon apporter la solution aux problèmes d'eau potable que nous avons dans le pays. Une initiative qui vient à point nommé pour soulager les citoyens de ces zones. En revanche, un plan de maintenance est-il prévu? Quel sera le coût mensuel de l'exploitation du réseau? Des questions intéressantes mais qui sont laissées dans l'ombre par les responsables. Elési Diolassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, M. Louis Gonzague D, annonce la production prochaine de cartes d'identification nationale unique, SINU, pour les Haïtiens vivant en République dominicaine. Il s'agira en premier lieu de renouveler les 150 000 cartes d'identification nationale qui avaient été distribuées. Le dossier avait été abordé par les présidents Moïse et Abinader lors de leur réunion en tête-à-tête dans la zone frontalière.
Les autorités dominicaines promettent un appui au gouvernement haïtien dans le cadre du processus d'identification. Il ne faut pas oublier que sur le gouvernement du président Martelly, il y a une démarche qui est faite pour la diaspora, qui a voté déjà. Et avec de nouvelles dispositions que viennent prendre pour échanger code et signes pour une fait signe et à travers l'autre technologie. Et on croit que aujourd'hui là et gagner une disposition qui prend au niveau de l'ONU là pour aller déployer au moins 5 unités dans différentes consulats en République dominicaine là pour nous capables de commencer à faire carte d'identification pour Haïtiens en République dominicaine. Il y a une projection qui a fait d'ailleurs instruction passée par le président de la République pour tout côté nous avons grandes agglomérations haïtiennes là pour que nous allions déjà alors commencer à déployer matériel au niveau pour commencer à faire carte et pour mon parce que mon niveau gain droit gain carte et on doit participer dans donc pour République dominicaine dans son expérience pilote à pied ou bien et il pas pour expérience pilote n'a juste déployé parce que gain mon République dominicaine parce que pas oublier était gagné et en une époque là ministère comme la donne dans la un programme les PD sur la République dominicaine qui était commencé à identifier mon et sous population en République dominicaine n'a plus de 150 000 monde qui était recevoir carte d'identification nationale à l'époque. Ça veut dire jeudi là c'est un écho renouvelé monde ça va renouveler nouvelle carte là et puis pour nous avancer continuer vous comprenez alors ça pilote là c'est que ou annoncer République dominicaine non est-ce que son bail il va le faire simultanément par exemple n'a déployé mon en République dominicaine n'a déployé mon Miami n'a déployé mon en France New York est-ce que c'est simultanément la faire ou bien moi dis que le président passé des instructions pour ça et pas oublier que non seulement le président passé des instructions pour ça fait mais gagner tout une opération que le président a lancée pour que nous allions vers tout le monde. Et ceci, opération qui a n'importe un mois là, depuis qu'on a essayé de gérer au niveau national pour nous bailler tout le monde qui n'a pas de côté au niveau national. Et je crois que pendant le mois que ce passé là, nous baillons plus de 400 000 cartes déjà au niveau national. Et nous n'avons pas avancé là pour que nous baillons. Mais je dis à là, gagner un déplacement qui peut le faire parce que si vous regardez dans le dernier rencontre président au niveau de la frontière avec le président Abinader et gagner 9 points qui étaient retenus à partir de rencontre là, gagne même le gouvernement dominicain qui dit que là-bas nous support pour que nous soyons capables d'aller vers l'identification mondiale parce que le président a montré, le président Abinader, j'en étais préoccupé avec la situation de certains compatriotes de la République dominicaine. Le ministère de l'Environnement, à travers l'Agence nationale des aires protégées, a organisé ce mardi la 9e rencontre du comité de pilotage du projet baptisé Adaptation basée sur les écosystèmes ABE. L'objectif de cette réunion était notamment de présenter les recommandations de l'évaluation finale du projet. À noter que le projet ABE est financé à hauteur de 9 millions de dollars par le Fonds mondial pour l'environnement. Tout d'abord, reconnaître les efforts gigantesques qui ont été faits par les contreparties nationales pour avancer justement à traiter toutes les questions d'adaptation au changement climatique en Haïti. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a beaucoup de soutien de la partie du ministère de l'Environnement et de la NAP. Et nous sommes très contents d'avoir pu accompagner les autorités nationales dans ce processus. Il est capital, de notre point de vue, que pour que toutes les interventions qui ont été faites dans le cadre de ces projets et dans d'autres projets, la question de l'adaptation au changement climatique continue à être une priorité au niveau national et que les mêmes efforts qui ont été déployés par l'administration haïtienne continuent à être mis en œuvre dans les années à venir pour nous assurer que la question du changement climatique demeure tout à fait d'actualité et une priorité dans le pays. Le deuxième message que je voudrais partager avec vous, c'est que c'est plutôt de faire une invitation à la communauté des bailleurs de fonds à continuer à soutenir les autorités nationales dans ces efforts de lutte contre les changements climatiques. C'est un domaine technique, mais c'est un domaine capital pour le futur développement du pays, surtout si l'on veut un développement soutenable. Et pour ce faire, la question de continuer à travailler sur les changements climatiques nous paraît une priorité fondamentale parce que ça relève aussi de la résilience et ça relève du développement soutenable. Et c'est une invitation aux bailleurs de fonds à continuer à se focaliser sur cette ère de travail. Et troisième message que je voulais partager avec vous, c'est
il y a un rôle capital des communautés haïtiennes, les communautés locales qui sont dans des zones protégées et qui jouent un rôle exceptionnellement important pour s'assurer que les interventions qui se font dans le cadre de l'adaptation au changement climatique puissent pas seulement réussir, mais surtout avoir un élément de soutenabilité qui est la clé du succès des interventions. Grâce aux interventions des communautés locales, grâce à les avoir écoutées et les avoir amenées avec nous dans la mise en œuvre des activités, je pense qu'on a pu obtenir, on a pu achever les résultats escomptés au début du projet. Son rôle est capital et je me réjouis aussi que leur voix est constamment écoutée par les autorités nationales. Il y a tout à penser et tout porte à croire que demain, les yeux du monde entier seront fixés sur Washington pour la cérémonie d'investiture du président élu Joe Biden. Pour faire le point sur cette question et peut-être apporter un éclairage particulier, nous avons avec nous ce soir Monsieur Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate américain et avocat également. Bonsoir Monsieur Louis. Bonsoir, M. Klang. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bien, alors, on parle de Washington comme d'une ville bunkerisée, où pratiquement on ne peut plus circuler. Non seulement toutes les forces de police ont été mises en alerte, mais en plus il y a 25 000 soldats de la garde nationale qui sont là pour garantir que rien de grave ne se passe pendant la cérémonie d'ouverture. Comment est-ce que vous voyez ça ? Premièrement, permettez-moi de rectifier. Je voulais dire, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vois ça comme étant une situation qui reflète le fait qu'aux États-Unis, il y a toujours eu une espèce de situation de crise politique, de crise de société qui a animé déjà dès les premiers jours de l'indépendance en 1776 et les esprits qui en 1787 à Philadelphie au cours de la Convention constitutionnelle il y a eu des échanges assez houleux parmi les pères fondateurs des États-Unis. Et il y a eu la question raciale, il y a eu la question de la dévolution de l'autorité entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des États. Donc, cette panoplie de questions ont toutes plutôt joué leur rôle dans cette crise que confrontent les États-Unis. C'est-à-dire la question du rôle des États, par exemple, dans l'organisation des élections, et l'acceptation par le gouvernement fédéral, ou du moins le président de la République, des résultats qui sont communiqués par les États. M. Trump a joué ce jeu, il l'a perdu. In fine, on peut dire que c'est de la résilience des institutions des États-Unis d'Amérique qu'il s'agisse. Donc, personne ne doit prétendre être surprise du fait que les États-Unis, eux aussi, confrontent des difficultés au niveau de la marche vers la consolidation de la démocratie. Il n'existe pas de pays primus inter pares, premier parmi les égaux dans le monde. Nous sommes tous des êtres humains, on est tous confrontés à des défis et les États-Unis ont leur propre défi. C'est tout simplement que en 2020 et en 2021, les contradictions des États-Unis, comme ce fut le cas entre 1861 et 1865 pendant la guerre civile et encore en 1876 après les élections quand il y a eu en 1877 le compromis
de 1877. Donc, encore une fois, les États-Unis sont confrontés à leur vieux démon de disputes basées, premièrement, sur la dévolution des pouvoirs entre les États et le gouvernement fédéral, et aussi les questions de race et les questions économiques. Donc, il n'y a rien sous le ciel. Bon, oui, mais c'est quand même... C'est rien de nouveau, oui, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on voit un président en exercice pratiquement s'attaquer ouvertement par le biais de ses troupes armées, violentes, s'attaquer finalement non seulement à des symboles de la démocratie, mais aux bases même de la démocratie américaine, en niant les résultats, en refusant de les reconnaître, et jusqu'au moment où nous parlons, en refusant de concéder la victoire à M. Trump. Ce que cela a démontré malgré tout, parce que tout le monde a encore en mémoire les images du Capitole le 6 janvier dernier, ce que ça a démontré, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quand même la force et la résilience des institutions américaines, car qu'on le veuille ou non, les institutions ont résisté et ont bien fonctionné. Absolument, M. Klang, vous avez parfaitement raison. Je ne saurais contredire le point que vous avez évoqué, que vous avez soulevé, concernant le rôle qu'un président en exercice est en train de jouer actuellement aux États-Unis. Tout à fait. Là, il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, maintenant, peut-être l'envers de la médaille, c'est que, bon, nous savons depuis quelque temps déjà que M. Trump a décidé qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture, mais là, c'est tout à fait conforme à sa propre logique et personne n'a été surpris. Ce qui est intéressant, par contre, de voir, c'est que non seulement Barack Obama, et c'est normal, puisque Joe Biden a été son vice-président pendant les 2 mandats, mais que également George W. Bush a annoncé qu'eux seraient présents pour la passation de pouvoir. Est-ce que vous considérez cela comme un bon signe et le début d'une possible réconciliation? Certainement, et je suppose aussi, je crois être certain que monsieur et madame Bill Clinton seront également parmi les invités de moi. Donc, absolument. Je crois que, enfin, ceci étant la première fois depuis 1869, donc 152 ans, qu'un président des États-Unis a rechigné de se présenter à l'investiture de son successeur. Donc là encore, c'est une situation bon, enfin, qui n'est pas inédite, mais quand même, la véhémence avec laquelle M. Trump nie sa défaite est quand même extraordinaire. Et on croit que M. Biden certainement aura fort à faire pour, n'est-ce pas, convaincre les récalcitrants, la minorité, je dirais, parmi les 74 millions de gens qui ont voté pour M. Trump, je pense qu'il aura fort à faire avec les plus récalcitrants, les plus obstinés de ces personnes. Et ce qui est encore plus marrant, c'est le fait que 147 républicains, dont 10 sénateurs, sont parmi les gens qui croient que l'avènement de M. Biden à la présidence est illicite et illégitime. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et l'on se demande jusqu'à quand ces républicains vont maintenir leur cohérence avec cette vision trompiste des choses. Bon, même si, parallèlement à cette attitude entêtée, il y a quand même un certain nombre de républicains au Sénat en particulier, à la Chambre des députés, je veux dire, la Chambre des représentants en particulier, qui ont suivi Mme Nancy Pelosi dans sa demande de impeachment. Elle est passée avec le soutien d'un certain nombre de républicains, et pas des moindres. Bon, certainement, parmi ces gens-là, le plus haut gradé, c'est le numéro 3
Elizabeth Cheney, la fille de l'ancien plutôt vice-président de George Bush fils, qui était parmi les 10 républicains qui avaient voté pour la mise en accusation de M. Trump. Et signalons également pour les téléspectateurs et les téléspectatrices que c'est la première fois dans les 4 procédures de mise en accusation que 10 membres du parti du président ont voté la procédure de mise en accusation. Donc là encore, c'est historique, en plus du fait que c'est la deuxième fois qu'un président, pendant le même mandat, d'ailleurs presque un an, jour pour jour après sa première mise en accusation. Donc l'on doit dire et ajouter à cela le fait que cet après-midi même, vers 12h30, le leader de la majorité des Républicains au Sénat, qui sera le leader de la minorité peut-être aussitôt que demain ou après-demain, quand les 2 démocrates de Géorgie prêteront serment, et que la vice-présidente Harris sera vice-présidente, donc avec la possibilité qu'en cas de vote à 50-50 ex aequo, la vice-présidente pourra voter pour que les démocrates soient majoritaires. Donc l'on doit dire que M. McConnell a exhorté ses pairs du Parti républicain durant la procédure, durant le procès, c'est-à-dire contre Donald John Trump, même s'il ne sera plus président à ce moment-là, que ces sénateurs votent leur conscience. Parce que a déclaré M. McConnell, sénateur McConnell du Kentucky, c'est bel et bien le président Trump qui avait provoqué les insurrectionnistes le 6 janvier au Capitole. Donc l'on doit croire que peut-être le rideau sera baissé et les républicains pourront comprendre qu'il ne vaille pas la peine que le destin politique d'un seul homme puisse constituer une situation de remise en cause de la légitimité d'un président qui, de toute évidence, a été légalement élu. Oui, ça ne fait absolument aucun doute. Maintenant, Monsieur Louis, si vous permettez, j'aimerais m'adresser plus à l'avocat que vous êtes qu'à l'ancien diplomate. Et comment voyez-vous l'avenir juridique maintenant de M. Trump? Parce qu'il y a des tas de procès qui sont déjà en cours, il y a des actions pour lesquelles il est poursuivi et qui datent d'avant sa présidence. Pour tout ce qu'il a fait pendant sa présidence, j'imagine que ce sera un peu plus compliqué. Mais comment voyez-vous cet avenir juridique de Trump dans les semaines ou dans les années qui viennent? Excellente question, M. Clam. Je crois que, quel que soit le cas de figure, M. Trump aura une retraite assez mouvementée. Assez mouvementée et aussi assez coûteuse. Parce qu'il lui faudra se procurer des avocats extrêmement chevronnés et la facture sera extrêmement salée pour qu'il puisse se défendre. Déjà, il confronte des difficultés au niveau de ses finances personnelles, dans la mesure où, selon le New York Times, il sera endetté de à peu près 400 millions de dollars. Donc, il est vrai qu'il a pu obtenir une pactole de fonds qu'il a mobilisé au moment de sa contestation de la défaite, de sa défaite. Il a pu mobiliser de l'argent parmi ses partisans, mais ce sera une situation vraiment difficile. M. Trump confronte la possibilité d'être aussi inculpé en Géorgie pour avoir tenté, n'est-ce pas, de corrompre le secrétaire d'État de la Géorgie pour lui prouver 1780 voix. Absolument. M. Trump confronte des difficultés. Pardon? Oui, non, je confirme, oui. Yeah. Ok, M. Trump confronte des difficultés au niveau civil de femmes qu'il a accusées de les avoir violentées et même sexuellement. M. Trump confronte
pas moins de 2 enquêtes au niveau de New York par le ministre de la Justice, si vous voulez, l'Attorney General de l'État de New York, et aussi le commissaire du gouvernement de la ville de New York. Donc, ça, et encore d'autres procédures, ça et là, qui pourraient être intentées par rapport au rôle qu'il a joué le 6 janvier. Donc, l'avenir de M. Trump est vraiment, je dirais, sombre à ce niveau-là, au niveau pénal et au niveau civil, même si j'ai tendance à croire que M. Trump s'en sortira. Mais ça va lui coûter très, très, très cher. Bon, mais le principe également, que nul n'est au-dessus de la loi, c'est ce principe qui sera en valeur, et ce principe, il ne faut pas le négliger. Bon, oui, vous dites ça lui coûtera très cher. Cependant, l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de M. Giuliani, je pense à ses futurs avocats, devrait leur servir de leçon quand même. Oui, exactement. Avec un avocat comme M. Giuliani qui a besoin de procureur ou bien même d'ennemis, parce que c'est ahurissant. Et aussi, le grand danger que M. Trump confronte, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la défaite et qui se veut la vedette chaque fois qu'il rentre dans une salle, M. Trump confronte la possibilité que si l'on arrive à trouver 17 plutôt républicains, en plus des 48 démocrates et des 2 indépendants, donc ça fera 67. Donc les 2 tiers requis par la Constitution pour qu'il soit déclaré coupable au cours du procès. Ensuite, il confronterait la possibilité d'un vote par une simple majorité de 51 sénateurs qui ne pourrait plus briguer un poste politique. Donc, si les républicains veulent se débarrasser définitivement de Trump, ils n'ont qu'à faire front commun avec les démocrates, l'adjuger coupable, et ensuite le prévenir, le stopper, le suspendre de pouvoir se représenter comme candidat à la présidence en 2024. Oui, bon. Ce serait l'ultime sentence. Oui, bon, d'accord. J'ai envie de vous demander, avec l'expérience que vous avez de la vie politique américaine, à combien estimez-vous les chances que cette procédure de destitution soit votée et que M. Trump soit enfin condamné? Parce qu'il suffit de 17. C'est un moment précis. Il suffit de 17. Oui, il lui faudrait 17 républicains. Voilà. Parce que la Constitution prévoit, stipule qu'il faille avoir un vote aux 2 tiers du Sénat, donc 2 tiers de 167. Pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, c'est un peu difficile de concevoir que 17 sénateurs républicains pourraient se ranger du côté des démocrates. Mais ça reste encore possible. C'est pourquoi M. Trump est en train de tenter de se positionner. Il est en train de tenter, même si demain matin, il va prendre l'avion pour se rendre en Floride sans participer à la cérémonie. Oui. Il faut comprendre qu'il n'entend pas se gracier, qu'il n'entend pas gracier ses enfants, suivant les conseils que lui ont prodigués certains de ses proches conseillers, en qui il a confiance. Donc, M. Trump a intérêt à faire en sorte qu'il puisse se positionner pour que les démocrates ne puissent trouver 17 sénateurs républicains. Donc, pour le moment, je dirais que tout n'est pas joué, que le procès est censé commencer, si je comprends bien, lundi, et c'est ce que j'ai entendu cet après-midi. Oui, Mme Pelosi va déposer les pièces lundi, oui. Que la Chambre des représentants communique au Sénat la mise en accusation de M. Trump, le Sénat ne peut pas entreprendre aucune autre action dans l'immédiat que de se pencher sur le procès, même s'il peut entreprendre d'autres activités en même temps. Mais le procès, il doit, dans les heures qui suivent, initier le procès. Donc, je crois qu'il y a encore du temps pour M. Trump de faire valoir aux républicains qu'il n'y a pas seulement lui qui soit en jeu, mais qu'il y a aussi leur avenir politique et qu'il serait prêt à utiliser
proportion de gens qui ont voté pour lui dans les 50 États des États-Unis et qu'il serait prêt à les mobiliser pour que tout républicain qui se serait opposé à lui dans le sens de voter pour, n'est-ce pas, et a fait sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés en résurrection. Donc, il a intérêt à le faire. Et je pense que tout n'est pas encore joué et M. Trump pourrait encore jouer cette carte. Bon, oui. Cela dit, n'oublions pas que dans 4 ans, M. Trump aura 78 ans, c'est-à-dire l'âge actuel de M. Biden. Lui, Trump, qui n'a jamais cessé de moquer M. Biden pour son âge, Sleepy Joe et que sais-je, on ne sait pas dans quel état il sera, lui, dans 4 ans. Bon, enfin, ça, c'est un peu de conjecture. Bien, bon, alors, M. Louis... est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à ajouter, quelque chose qui ne soit pas déjà dans toutes les news de toutes les rédactions du monde entier? Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter? Bon, merci de l'invitation pour ajouter quelque chose. Ce que je voudrais profiter de ces quelques secondes pour dire, c'est de faire un lien pour les téléspectateurs et téléspectatrices haïtiens. Que ce qui se passe aux États-Unis actuellement démontre le fait que la démocratie, c'est un processus, ce n'est pas une destination. Ça démontre également la résilience des institutions est extrêmement importante pour l'avenir d'un pays. Et que dans un pays donné, les gouvernants doivent à tout moment et en tout lieu respecter la loi, que nul n'est au-dessus de la loi, que quand on privilégie les gens, si vous voulez les hommes au lieu des institutions, c'est une forme d'asservissement où on est d'accord pour qu'on devienne quasiment des esclaves de ceux qui exercent le pouvoir. Autant dire qu'un président n'a pas l'autorité pour prendre des décrets, qu'un président ne peut pas unilatéralement décider de faire comme bon lui semble. C'est la résilience des institutions qui fait un pays. Et aussi, il est intéressant de voir que les 2 plus anciens pays des Amériques, les États-Unis, aura sa 245e année le 7 avril, plutôt, je m'excuse, le 4 juillet. Le 7 avril, c'est mon anniversaire, mes excuses, le 4 juillet. Et Haïti vient de fêter son 217e anniversaire. Absolument. C'est intéressant de voir que les 2 plus anciens pays des Amériques confrontent des situations extrêmement difficiles au niveau politique, au même moment que ça vient se greffer sur une situation de pandémie, une situation sanitaire extrêmement difficile qui a provoqué des difficultés économiques. Donc, il est utile de souligner, je crois, que les élites de ces 2 pays ont l'obligation de comprendre la situation dans laquelle se trouve leur pays respectif et de prendre les décisions idoines pour que la paix et la quiétude reviennent dans le pays. Et merci de l'opportunité, M. Klan. Et merci pour ce plaidoyer, Maître Louis. Bon, pour ce qui est de la situation en Haïti, j'ai envie d'ajouter, suivez mon regard. Merci, Monsieur Louis, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir fait profiter de votre expérience. Bonne fin de journée. Tout le plaisir pour moi, bonne fin de journée, bonne soirée et encore meilleurs vœux, M. Klang et chers téléspectateurs et téléspectatrices. Meilleurs vœux à vous aussi, M. Louis. Merci, au revoir. Voilà, c'était M. Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate américain et avocat de profession qui nous faisait profiter de son expérience de la vie politique américaine. Merci de votre attention. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.